Si derrière commencent les aventures de Monsieur et de Madame Jolibois, simples particuliers, combinés avec les faits et gestes du docteur et les choses merveilleuses relatives aux bourgeois et à Monsieur Pincil, le tout mêlé aux drôleries du temps présent, et comme quoi Georges Luçon échappa, sauf au 20e léger, qui avait bu un coup de trop chez le maire. Monsieur Pincil, qui est artiste, dessine la belle nature. Monsieur Pincil, qui est artiste, regarde avec complaisance ce qu'il a fait et remarque qu'il est content. Monsieur Pincil, qui est artiste, remarque qu'à rebours, il est content aussi. Et même en regardant par-dessus l'épaule. Ayant essayé de ne regarder que le revers, Monsieur Pincil, qui est artiste, remarque avec plaisir qu'il est encore content. Pendant que Monsieur Pincil remarque avec plaisir qu'il est content, un petit Zéphyr s'amuse à lui enlever sa casquette. En ayant assez de sa casquette, le petit Zéphyr rebrousse pour s'amuser avec le dessin. Cependant, un bourgeois qui aperçoit le chef-d'œuvre se met à sa poursuite. Cependant, le docteur, remarquant un vent qui s'élève, s'empresse d'observer ses instruments afin de remonter ensuite aux causes. Cependant, Monsieur et Madame Jolibois, voyant que le vent est favorable, se décident à faire leur partie de bateau, projetée depuis longtemps. En ayant assez du dessin, le petit Zéphyr passe au bourgeois et s'amuse à ouvrir son parapluie. Puis il souffle d'en bas ferme. Ayant senti du froid, le docteur se rhabille et s'en va rédiger sa découverte d'un vent souterrain tout nouveau. Par suite du vent souterrain, Monsieur et Madame Jolibois commencent à être dans un sérieux embarras. Qui va croissant. Le petit Zéphyr s'amuse à pousser le bourgeois dans les bras de Madame Jolibois. Monsieur Jolibois, car hélas la passion aveugle, ressent les tourments d'une atroce jalousie, et il se noierait s'il n'y avait pas trop de fond dans cet endroit. Cependant, le docteur ayant cru remarquer que le vent souterrain est chargé de particules odorantes, s'occupe d'en remplir des fioles à l'appui du grand mémoire qu'il prépare. Monsieur Pincil, ne trouvant plus que le portefeuille, est enchanté que son dessin ait été enlevé par quelque amateur du vrai beau. Ayant refait un autre dessin, M. Pincil s'embusque pour découvrir l'amateur. Cependant, le docteur ayant mis les faits en bouteille, s'occupe de la rédaction de son grand mémoire sur un vent souterrain tout nouveau. Le bourgeois, ayant imprudemment lâché le parapluie, a le bonheur de tomber sur les épaules de Madame Jolibois. Ce que voyant, par hélas la passion aveugle, Monsieur Jolibois se persuade que c'est sa femme qui enlève son amant. Aussitôt il se dépouille de ses vêtements pour chercher la mort dans les flots, mais il trouve que la chose est malaisée. Porté par le Zéphyr à hauteur convenable, Monsieur Jolibois, car hélas la passion l'aveugle, s'efforce de rompre le criminel lien, mais il manque de point d'appui. Après quoi le petit Zéphyr s'amuse à faire tourbillonner le tout.
Cependant, le docteur est averti par sa servante qu'on voit depuis le jardin comme une lune. Du premier coup, le docteur découvre que c'est une planète toute nouvelle, à laquelle il donne le nom de Psyché. À peine le docteur s'est-il mis à rédiger l'observation, que sa servante lui crie d'accourir bien vite. C'est le soulier de Madame Jolibois et le parapluie du bourgeois qui viennent de tomber du haut des airs. Le docteur s'écrie « Habitez, habitez la planète !» Assailli tout à coup par une trop grande quantité d'inductions et d'hypothèses, le docteur défaille dans les bras de sa servante. À peine revenu à lui, le docteur reprend la plume pour décrire précipitamment les habitants de la planète, leurs mœurs probables, leurs usages possibles et leur civilisation virtuelle, etc., etc., etc. À peine le docteur s'est-il mis à rédiger la description qu'il entend sa servante crier qu'à présent on voit comme deux lunes. Le docteur accourt en criant « Satellite, satellite !» Mais ne pouvant se dissimuler que le satellite gravitait directement sur son jardin, le docteur qui prévoit un choc des planètes entre dans une terreur inexprimable. Sa servante rit grâce à sa profonde ignorance qui lui voile les causes et les conséquences. Le docteur sent déjà une chaleur insolite et une extrême raréfaction de l'air. La servante ne sent rien grâce à sa profonde ignorance qui lui voile les effets. Le docteur entend aussi un bruit sourd de rotation ellipsoïde et parabolique. La servante n'entend rien grâce à sa profonde ignorance qui lui voile les rotations. Le docteur subodore aussi des exhalaisons sulfureuses. La servante ne subodore rien grâce à sa profonde ignorance qui lui bouche le nez. Éclairé par la science, le docteur, prévoyant la fin du monde, va faire son testament, se met au lit et attend le choc d'un moment à l'autre. La servante qui ne prévoit rien grâce à sa profonde ignorance s'en va cueillir des salades pour le dîner. Cependant, M. Jolibois, sa chemise s'étant entortillée, est détaché du tourbillon et vient tomber dans les salades. À peine le docteur s'est mis à attendre le choc qu'il entend sa servante crier « Tiens, quel oiseau !» Pendant que le docteur s'habille pour accourir, la servante retourne du pied M. Jolibois, qui lui paraît un homme comme un autre. Profonde admiration du docteur qui découvre du premier coup que c'est un habitant de la planète. La première chose que fait le docteur, c'est de mettre son habitant sous clé dans la grande volière. Cependant, le bourgeois ayant lâché Madame Jolibois se détache du tourbillon et s'en vient tomber dans une meule de foin. Le chien ayant voulu suivre son maître s'en vient tomber sur le télégraphe. Cependant, le docteur se hâte d'achever son grand mémoire sur un vent souterrain, tout nouveau, et de l'adresser à l'Académie royale afin de pouvoir s'occuper sans distraction de son habitant. Après avoir terminé et expédié son mémoire, le docteur, voulant commencer par les caractères internes, se dispose à pratiquer l'incision cruciale sur son habitant. À peine M. Jolibois a-t-il senti la pointe du scalpel que, revenu de son étourdissement, d'une seule crispation cruciale, il met le docteur hors de combat. Car hélas, la passion aveugle. Le docteur rédige aussitôt, léthargique, impétueux aussi. Il rue avec une adresse remarquable. M. Jolibois, persuadé, car hélas la passion aveugle, que c'est Mme Jolibois et son vil séducteur qui l'ont fait encager, se livre à des jalousies sans bornes. Le docteur rédige « Grand jureur, climat brûlant ». Et sur la tête aussi. Le docteur rédige « Marche indifféremment sur les pieds ou sur la tête » et en façon natation. Le docteur rédige « Il saute comme des carpes » et en tourbillonnant.
Le docteur rédige, ils tourbillonnent comme des démons. En ayant assez des bourgeois et des bourgeoises, le petit Zéphyr rebrousse pour chercher le dessin, en sorte que Madame Jolibois commence à redescendre. Ce que voyant M. Jolibois, car hélas la passion aveugle, il ramasse le scalpel, laissé dans la volière, et s'en sert pour couper un des barreaux. Et sans attendre que son épouse ait pris terre, il l'accueille, car hélas la passion aveugle, à coups de barreaux de cage. Madame Jolibois ayant crié « Au secours !», le docteur quitte la rédaction pour l'observation. Il examine l'effet produit par la vue d'une dame de notre globe sur un habitant de Psyché, et il note dans son esprit les plus petites circonstances. Sa science étant satisfaite, le docteur juge bon d'aller délivrer Madame Jolibois. Mais M. Jolibois juge mauvais qu'on se mêle de ses affaires, car hélas, la passion aveugle, et il tourne sa fureur contre le docteur. Madame Jolibois profite du quart d'heure pour s'enfuir. Le docteur poursuivit jusque dans son cabinet et secouru par la servante qui trouve moyen d'y enfermer M. Jolibois. Après quoi, le docteur rédige la chose le moins péniblement qu'il peut. Il assène des orions formidables. Madame Jolibois, qui se croit poursuivie, se cache dans la meule où est tombé le bourgeois. M. Jolibois, qui assiste à ce spectacle, de la fenêtre du cabinet, se persuade, car hélas la passion aveugle, que c'est un rendez-vous. Cependant, le petit Zéphyr, rencontrant le nouveau dessin de M. Pancil, s'amuse à le faire voltiger. M. Pancil, ne voulant pas céder son dessin, se trouve avoir affaire au petit Zéphyr. M. Pancil essaye de se retenir au chapeau d'un particulier. M. Pancil, ayant eu du dessous, est enlevé à une hauteur vertigineuse. Heureusement que laissé tomber par le Zéphyr, il vient tomber sur la meule. Voyant cela, car hélas, la passion aveugle, M. Jolibois croit que c'est encore un séducteur et il prend mal de jalousie rentrée. Le docteur se hâte de profiter de cette léthargie pour lier son psychiote et le suspend dans son cabinet d'animaux. Revenu à lui, M. Jolibois, car hélas, la passion aveugle, se persuade que les deux vils séducteurs, de concert avec son épouse, l'ont livré aux bêtes et ses cheveux se dressent sur sa tête. L'Académie royale écoute la lecture du mémoire sur un vent souterrain tout nouveau et nomme une commission de 3 membres pour analyser le contenu des fioles. La commission procède à l'analyse du contenu. Le gaz s'étant dégagé, il s'ensuit des soupçons atroces et des explications très vives. Les fioles s'étant cassées au milieu du désordre, les 3 savants tombent asphyxiés. Cependant, le chien du bourgeois, en cherchant à se tirer d'affaire, fait légèrement basculer le télégraphe. Aussitôt, toutes les lignes télégraphiques basculent légèrement. Aussitôt, des courriers sont expédiés du ministère des Affaires étrangères. Aussitôt, tous les télégraphes étrangers basculent à l'envi. Aussitôt, les journaux sont palpitants d'intérêt. Les politiques prévoient une rupture funeste entre les 5 puissances. Le 3% est lourd, les sucres fléchissent, les cafés languissent, les ateliers se ferment et il se forme des attroupements d'ouvriers. Le ministre annonce à la Chambre que 300 000 hommes menacent les frontières.
l'on fait une levée en masse et l'on mobilise la garde nationale. Et on les forme aux grandes manœuvres et l'on fait la remonte des chevaux. Cependant, les ouvriers continuant à demander du pain par attroupement, M. Mondor monte sur un tonneau. Mes bons amis, tout tient à la rente. En ce moment, la rente monte, ne bougez pas et alors elle montera encore plus haut. Et alors les capitalistes voudront faire valoir leurs fonds et alors vous aurez du pain. Malgré cela, les ouvriers continuant d'avoir faim, M. de Pibrac monte sur un tonneau. Mes bons amis, si vous avez faim, prenez-vous-en à votre gouvernement. Avez-vous faim avant 89 ? Non. A-t-on faim sous la Restauration ? Non. Avons-nous faim, nous qui sommes restés fidèles ? Pas le moins du monde. Malgré cela, les ouvriers continuant d'avoir faim, M. Grelot monte sur un tonneau. Mais bon, mes excellents amis, je pleure sur vous. Mais pour guérir vos maux, il faudrait l'occupation de la Belgique, l'épuration des préfets, la chute du trône et la guerre générale. Malgré cela, les ouvriers continuant d'avoir faim, M. Trucet monte sur un tonneau. Braves gens, retirez-vous tranquillement, car les attroupements peuvent nous conduire à l'anarchie qui nous conduirait au despotisme militaire, qui nous conduirait à une troisième restauration. Malgré cela, les ouvriers continuant d'avoir faim, M. Rafle, Saint-Simonien, monte sur un tonneau. Mes fils et mes filles, tout est amour. La transmission par héritage est le dernier anneau de la chaîne des privilèges. Mes pères et mes mères, beaux-arts, sciences, industrie, à chacun selon sa capacité, selon ses œuvres. Le passé est fini, l'avenir commence. Encore 1000 ans et tout ira bien. La garde nationale dissipe l'attroupement par la persuasion. Cependant, le docteur ayant achevé son mémoire, emballe son psychiote et son mémoire qu'il adresse à l'Académie royale. Ce qui est cause que M. Jolibois, car hélas, la passion aveugle, voyage franc de port sur l'impériale de la Malle-Poste. La Malle-Poste est attaquée par les brigands et la grosse caisse était au chef de bande qui se hâtait de l'emporter dans le bois. Mais la grosse caisse était venue à éternuer. Le chef des brigands tombe à la renverse de frayeur et s'enfuit au plus vite. Revenu à lui, M. Jolibois se persuade, car hélas, la passion aveugle, que son épouse et les 2 autres vils séducteurs l'ont fait enterrer tout vivant. Cependant, la remontée des chevaux nécessite de grands achats de fourrage. Les fourrages ayant été achetés sont livrés au 20e léger, qui les livre à ses chevaux. Après qu'il se soit familiarisé avec la situation, Madame Jolibois et ses 2 cavaliers se servent des chevaux pour fuir, pendant que le 20e léger joue aux quilles. S'étant aperçu de quelque chose, le 20e léger se met à la poursuite des voleurs. En poursuivant les voleurs, le 20e léger gâte beaucoup de blé. Pour plus de vitesse, le 20e léger cède des chariots et des montures des paysans. Le 20e léger ouvre les écluses pour inonder les lieux bas à cause des voleurs. Le 20e léger brûle un bois pour incendier les lieux hauts à cause des voleurs. Après quoi, le 20e léger ayant chaud se fait rafraîchir par le maire. Les 3 fugitifs étant arrivés près du bois s'y enfoncent en abandonnant les chevaux sur la grande route. En revenant de la messe, Georges Luçon trouve 3 chevaux abandonnés et croyant bien faire, il les ramène au village.
Comme il passe devant le jardin du maire, Georges Luçon se voit arrêté par le 20e léger et traîné devant le conseil de guerre. Oui, les témoins et le flagrant délit constaté, Georges Luçon est condamné à être fusillé. Le 20e léger, ayant bu un coup de trop chez le maire, manque Georges Luçon et pique le capitaine Ricard qui a commandé le feu. Georges Luçon n'attend pour ressusciter que de voir le 20e léger un peu plus loin. Après que le 20e léger s'est éloigné, Georges Luçon revêt les habits du capitaine Ricard, l'habit des siens et gagne les champs, ce qui est cause que le capitaine Ricard est enterré sans les honneurs militaires. Cependant, M. Jolibois, car hélas, la passion aveugle, est inquiété par les rats qui ont agrandi les trous de la caisse. Cependant, les 3 fugitifs, qui sont tracassés de fatigue, ont le malheur de s'asseoir sur une fourmilière. Ce qui triple leur démangeaison. Heureusement qu'ayant trouvé la caisse, ils vont s'y asseoir, à l'abri des fourmis. À peine M. Jolibois a-t-il reconnu la voix de son épouse, car hélas, la passion aveugle, que poussant une apostrophe immense et désordonnée, il cherche à se ressaisir de l'infidèle. Croyant entendre le 20e léger, Georges Luçon tire sur la gauche. Revenus de leur frayeur, M. Pinsil et le bourgeois cherchent à délivrer Mme Jolibois. Entendant un bruit de caisson, Georges Luçon tire sur la droite. Les pans de la veste de M. Pinsil ayant cédé, le bourgeois roule jusqu'à la grande route où il prend place dans la diligence. Entendant rouler, Georges Luçon tire sur la gauche. M. Pinsil eut une idée, délivrer Mme Jolibois au moyen d'une paire de ciseaux. M. Jolibois, car hélas, la passion aveugle, essaye de poursuivre l'infidèle. Georges Luçon, croyant voir l'ombre du cercueil du capitaine Ricard, fut épouvanté. N'ayant pu atteindre sa femme, M. Jolibois accuse le ciel et les hommes. Après quoi, il se livre au bond d'une jalousie effrénée, après quoi, il s'abandonne au suicide par pendaison, et il change de main. Après quoi, il essaye des charmes d'une mélancolie contemplative. Cependant, Georges Luçon, ayant trop tiré sur la gauche, tombe au milieu du 20e léger qui est à la recherche du capitaine Ricard. Se voyant reconnu à l'habit pour le capitaine Ricard, Georges Luçon commande la manœuvre au bord du lac Batracien et crie « À droite, alignement !» Puis « Pas accéléré, en avant !» Marche ! Et tout le 20e léger tombe dans l'eau. Cependant, la diligence passe et au pied du télégraphe, le bourgeois croit reconnaître son chien perché sur l'instrument et il prie le conducteur de faire arrêter. Après quoi, le bourgeois étant monté sur l'impériale, il a eu le bonheur d'attraper le chien par la patte. Malheureusement, le chien se met à hurler et les chevaux s'emportent. Aussitôt, toutes les lignes télégraphiques jouent à l'envi. Et les courriers se croisent. Et le ministre de la Guerre imprime une immense activité à ses bureaux. Et les journaux redeviennent palpitants d'intérêt, et l'on chante la Marseillaise, et l'on chante Henri IV.
ce qui amène des discordances. Des gendarmes et des plaies et bosses. Les uns veulent le coupler sur la Pologne, les autres ne veulent pas, ce qui amène la manifestation de l'esprit public. Cependant, la mélancolie contemplative ne lui faisant aucun bien, M. Jolibois, car hélas la passion aveugle, erre à la rencontre d'un mortel sensible et compatissant. D'où le bruit se répand que c'est la bête du Gévaudan qui dévaste la contrée. Le maire se met à la tête d'une battue et l'on aperçoit la bête qui grimpe sur un noyer de 5 ans. Voyant tant de mortels sensibles et un maire compatissant, car hélas la passion aveugle, la bête accourt à grands pas et toute la battue s'enfuit à grands pas aussi. Cependant, les gardiens du télégraphe, s'étant aperçus de quelque chose, secouent ferme pour nettoyer l'instrument. Et toutes les lignes télégraphiques secouent aussitôt. Le ministre, étant averti que le télégraphe est dans un état de crise, se rend lui-même sur les hauteurs et s'assure que c'est le choléra qui s'avance sur la capitale. Aussitôt, M. Mondor joue à la baisse, M. de Pibrac accuse l'usurpateur, M. Grelot interpelle chaleureusement le ministre, M. Trucet se purge. La famille Trucet se fumige, la commission sanitaire se transporte dans tous les quartiers et elle découvre dans une chambre haute les 3 savants asphyxiés. La médecine, ayant analysé les 3 savants, déclare qu'effectivement, ils sont morts du choléra. Les pharmaciens s'en frottent les mains. Et les employés aux pompes funèbres, prévoyant une belle saison d'affaires, boivent à crédit. Cependant, le docteur ne recevant point de nouvelles ni de son mémoire ni de son psychiatre, tombe dans un grand abattement. À la fin, sur le conseil de ses servantes, il se détermine à en les chercher lui-même. En poursuivant la battue, M. Jolibois, car hélas la passion aveugle, arrive sur la grande route juste au moment où le docteur y chemine paisiblement. Le docteur, ayant reconnu son psychiatre en personne, descend précipitamment de cheval pour le prendre et le mettre en croupe. M. Jolibois, ayant reconnu son docteur, car hélas la passion aveugle, rebrousse précipitamment pour lui échapper. Et se voyant poursuivi, il résiste. Et voyant que la servante s'en mêle, il détale. La lutte s'engage et la victoire se déclare. Après quoi, le docteur prend en coupe son psychiatre et continue son voyage. Arrivé à la frontière, le docteur est mis en quarantaine et on lui prend ses effets pour les fumiges. La servante traite fort mal l'inspecteur sanitaire qui lui ordonnait de purger sa quarantaine et lui réplique « Purge-toi toi-même, vieux démon ». Cependant, M. Pinsil et Mme Jolibois, arrivant au même lieu, la même invitation leur est faite. M. Pinsil répond qu'il est purgé en route et Mme Jolibois qu'elle ne se purge jamais, ce qui fait rire l'officier sanitaire, homme de beaucoup d'esprit. Les effets du docteur sont fumégés, M. Jolibois, car hélas la passion aveugle, y voit la continuation du complot tramé par sa femme et les devile séducteurs et il suffoque de jalousie. Lésés de la caisse ayant cédé, les 2 valets de santé n'ont que le temps de crier « Au choléra ! Au choléra !»
À la vue du choléra en personne, les officiers de santé prennent le mort aux dents. Et les infirmiers aussi. Et les infirmières parallèlement. Heureusement, la servante s'aperçoit que c'est le psychiatre de son maître qui s'est échappé et elle l'a bientôt repris. Accourue au bruit, Madame Jolibois reconnaît que c'est son époux qui est enlevé par une femme. Et à son tour, car hélas la passion aveugle, elle ôte son chapeau pour s'abandonner aux amertumes de sa situation d'épouse, et aux larmes de sa position de mère, et au rage de sa nature de femme. Après quoi, dans un entretien intime, elle charge M. Pensil de lui rendre son époux et le bonheur inclusivement. Cependant, le psychiatre, replacé dans un cabinet vitré, brise les vitres et se montre de plus en plus indomptable et effréné. Le docteur commence à être fatigué de son psychiatre et la servante est d'avis qu'il faut s'en défaire. Sur ces entrefaites, M. Pensil introduit Mme Jolibois et il expose qu'elle vient réclamer un époux. Le docteur approuve fort et la servante ajoute qu'on le trouvera dans le cabinet vitré. Première entrevue. Après quoi, M. Pensil prend la parole et émet à distance des propos adoucissants. Après quoi, il raconte les violences de l'ouragan, les ténèbres de la meule, les démangeaisons de la forêt, et il montre partout Madame Jolibois pure et respectée. Après quoi, il s'apitoie sur l'aveugle cruauté des quiproquos. Le docteur étant survenu, raconte à son tour l'écrasement des salades, les tourbillons de la volière et le séjour dans le cabinet des crocodiles, en sorte que l'effet s'explique et que la lumière jaillit par torrents. M. Jolibois renaît à la conviction d'une épouse pure et respectée. Étant tout à fait rené, M. Jolibois, car hélas, la passion ne l'aveugle plus, demande qu'on ouvre le cabinet vitré et il se jette dans les bras de son épouse, pure et respectée. M. Pensil embrasse la servante et le docteur s'embrasse lui-même. Une voiture ayant été louée en commun, l'on reprend ensemble la route du pays et l'on recueille en passant le bourgeois et son chien qui étaient restés sur le télégraphe. Aussitôt, tous les télégraphes de toutes les lignes télégraphiques reprennent leur état normal. Le choléra cesse et les affaires de l'Europe se tranquillisent. Tout est bien qui finit bien. C'était les aventures de M. Pensil ou la typologie du ridicule. Dans les rôles de ridicule, l'artiste, le médecin, le savant, le pharmacien, les politiques, le militaire, le gendarme, le journaliste, le rond de cuir, le ministre et le télégraphe. Aidés en cela par le petit Zéphyr, la servante, M. et Mme Jolibois, Georges Luçon et le petit chien.